Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver ce soir. Vous êtes sur For You Media Africa, votre média panafricain. Merci une fois de plus de votre fidélité. Vous l'avez donc compris, c'est une édition spéciale parce que nous allons parler également d'une actualité qui certainement ne devrait pas attendre. Alors on va parler de ces expulsions justement des ressortissants, on va dire africains du côté de la Guinée équatoriale, mais précisément camerounais, parce que c'est ce qui fait aussi l'actualité. Alors, ce sont des images également qui ont fait le tour des réseaux sociaux, des Camerounais poursuivis par la police équato-guinéenne, d'autres retenus dans des centres de détention en attendant leur expulsion du territoire. Jeudi, c'est-à-dire le 1er décembre dernier, ce fut donc une énième vague de Camerounais qui a été expulsée de la Guinée équatoriale. Ils sont arrivés par Kiossi. L'équipe de For You Media était bien sûr sur place, comme vous pouvez le voir à travers ces images. On a fait le déplacement pour marquer cette arrivée. Parallèlement, on note également que le président camerounais Paul Biya avait ordonné le déblocage d'une enveloppe devant donc ouvrir un rapatriement volontaire avec ses biens. Mais ce qui interpelle en tout cas, c'est ce traitement infligé aux Africains et encore au sein même d'un même espace, ce traitement infligé aux Camerounais. Bien sûr, l'espace, on parle de l'espace CEMAC ce soir, même si Malabo explique quand même qu'il s'agit de ressortissants et précisément camerounais qui se trouvent être dans l'irrégularité. D'autres mettent en avant l'aspect sécuritaire quand on sait que ce pays d'Afrique centrale a été victime il y a encore quelques années d'une tentative de coup d'État. Alors, comment comprendre cette attitude de Malabo au moment où le combat panafricain ou alors se fait de plus en plus présent en Afrique, en face? Quelle est également la responsabilité des autorités camerounaises face à cette situation? Qu'en est-il du droit international? Parce que d'autres l'évoquent également. De toutes les façons, on en parle dans cette édition spéciale. Alors, je m'en vais très rapidement présenter ceux-là qui vont m'accompagner ce soir, spécialement. On va d'abord peut-être passer le bonsoir à Madame Caroline Ngobasek, qui est avec nous. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes entre autres représentante officielle de la Fédération des associations et clubs panafricains au sein de l'Union africaine. Vous êtes également engagée dans la défense des personnes, du moins des droits des personnes vulnérables. Bonsoir, madame. Recevoir sur votre plateau. Merci à vous de nous faire honneur de votre présence, peut-être pour la suite de ce débat. On rappelle que vous êtes, beaucoup vous surnomment d'ailleurs la lionne indomptable. Comment est-ce que je vous appelle ce soir? Prenez ce que vous voulez. D'accord. Très plaisir. D'accord, en tout cas, on verra bien pour la suite. Merci en tout cas de partager ce plateau avec nous. On rappelle d'ailleurs, on verra à travers les images tout à l'heure que vous étiez justement présente. Ce n'est pas la première fois que vous allez à la rencontre de ces Camerounais-là qui sont expulsés. Et justement, jeudi dernier encore, vous étiez sur le terrain. Vous avez discuté avec ces personnes. On va y revenir. Voilà, je continue avec... on a deux autres intervenants ici sur le plateau. Le docteur Louison et Sombar, merci d'être là ce soir. Vous êtes enseignant, vous êtes juriste, en tout cas. Plusieurs casquettes également, internationaliste, je peux le dire ainsi. Bonsoir, docteur. Merci, bonsoir, Manuela Siké, de m'avoir convié. Convié à un sujet aussi majeur qui touche justement aux politiques d'intégration sous-régionale qui me semble-t-il se porte très mal. Parce qu'on voit que pour cette politique-là, qui devait être une politique d'ouverture, on se rend bien compte que ça devient une politique plutôt restrictive, c'est-à-dire que d'intégration sous-régionale. Donc nous en parlerons tout à l'heure. Tout à fait, c'est bien sûr l'objet ou l'objectif de cette édition spéciale. Le docteur Songo, politologue avec nous. Bonsoir, docteur Songo. Bonsoir Madame Manuela Siké, c'est encore avec un plaisir renouvelé que je me retrouve ici ce soir pour analyser cette thématique
panafricaine, je voudrais même dire régionaliste, puisque nous sommes là dans la sous-région CEMAC. Oui. Je pense que c'est une problématique qui est interpellatrice, c'est une problématique qui mérite, n'est-ce pas, des analyses, parce que dans un contexte où nous sommes en train d'appeler à l'union de l'Afrique, il est important que cette union-là commence par des régions et des sous-régions. Donc à partir du moment où le processus d'intégration est en danger, en péril, piétine, il n'est que normal que nous tirons les sonnettes d'alarme. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour transmettre mes civilités au professeur Louison Essomba, oui, avec qui j'ai encore le plaisir de partager le plateau ce soir. Je vais également saluer la copanéliste qui est à distance, oui, avec qui j'ai également le plaisir de partager le plateau, sans toutefois oublier la technique qui nous permet bel et bien d'être audible et visible à travers le monde. Merci d'être là. C'est nous qui vous remercions, Dr Songo. Alors pour planter le décor, hein, je vous propose, je voulais annoncer à l'entame de cette édition, For Young Media Africa était bien sûr sur le terrain, on a pris des images, on va peut-être pas montrer toutes parce que voilà, peut-être pour la longueur, mais on va tout de même vous présenter quelques-unes hein, pour que vous essayiez aussi de voir ce qu'on a vécu de ce côté-là, comment est-ce que ces expulsions se sont déroulées, comment est-ce que ces Camerounais ont été accueillis. Ensuite, on reviendra sur le plateau pour l'ouverture du débat. C'est ça même qui... Voilà, merci à la réalisation. On va donc ouvrir le débat. Je vais commencer par vous, Madame Caroline, vous qui étiez donc justement, encore une fois de plus, de ce côté-là. Je rappelle du côté de Kiossi, vous êtes d'ailleurs entretenu avec ces Camerounais. Et on rappelle que ce n'est pas la première fois. À chaque fois, d'ailleurs, vous y allez pour accueillir ces Camerounais expulsés de la Guinée équatoriale. Avant donc peut-être de nous interroger sur la posture des autorités équato-guinéennes, parlons d'abord du Cameroun aujourd'hui qui accueille ces, on va dire quoi, ces expulsés. Selon vous, Madame Caroline, comment est-ce que vous analysez aujourd'hui la position, la posture qu'adopte le Cameroun face à la Guinée équatoriale qui pose des actes contre ses ressortissants?
Merci de me donner la parole et bonsoir à tous les co-panélistes et puis aux téléspectateurs qui nous regardent. Vous savez, le 28 novembre 2021, j'avais déjà pris position sur les ex-officiers de la Guinée équatoriale en ayant une intercation avec le commissaire divisionnaire des Pékin, parce qu'il y avait déjà une injustice qui se faisait devant moi et franchement, je n'étais pas là pour ça, mais j'ai constaté qu'il y avait déjà un abus. Il y avait déjà des abus depuis 2000. Le président de la République a alloué une enveloppe de 125 millions et il y aurait eu 630 personnes qui auraient sollicité un retour volontaire. Mais à ma grande surprise, le retour volontaire a commencé en octobre 2022, c'est-à-dire qu'il a fallu un an pour que les gouvernements camerounais puissent réagir. Mais le président de la République avait déjà réagi depuis bien longtemps. Et à la suite de ça, je me suis, j'ai fait plusieurs vidéos en ligne pour essayer de demander à la Guinée équatoriale ce qui se passait. Bon, mais on ne nous a pas répondu. On nous a répondu par d'autres instructions qui ont commencé à se faire illégalement par des voies terrestres et des voies maritimes. Et j'ai décidé de prendre moi-même les choses en main et c'est comme ça que j'ai interpellé le consul de la Guinée équatoriale, le consul du Cameroun en Guinée équatoriale, l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale. Vraiment, c'était une intervention très musclée de ma part parce que je n'ai pas accepté que l'information soit arrivée à leur niveau et qu'ils prennent une année. Et il fallait que je réagisse pour que la population puisse savoir et que les ressortissants camerounais vivant en Guinée équatoriale puissent savoir que le président de la République avait alloué une enveloppe de 125 millions. Après, ça s'est, ça s'est enchaîné. On a commencé avec le consulat de Bata, parce que moi je m'occupe de la partie continentale. On a commencé à aider les Camerounais à rentrer volontairement, sans respect des procédures, parce qu'il y a des procédures qu'on pourra en parler après. Ce qui m'a surpris, c'est que l'ambassade du Cameroun à Malabo nous faisait comprendre qu'ils ont expulsé, que la Guinée équatoriale a refoulé, et eux, ils ont retourné 52 Camerounais compatriotes, dont 48 femmes, 48 adultes et 4 enfants. Mais à la fin du compte, comme on travaillait avec une organisation internationale, dont je ne citerai pas le nom pour l'instant, qui était à Douala, on a constaté qu'il y a seulement 32 qui ont été expulsés, qui sont arrivés par avion, reçus à Douala en grande pompe par les autorités. Moi, ma question et puis mon inquiétude aujourd'hui, c'est que la seule personne qui a réagi à l'appel des ressortissants, allô? Malheureusement, on a perdu Madame Caroline. Est-ce qu'on peut y retourner? Est-ce qu'elle s'est reconnectée? D'accord. Avant peut-être de rétablir la liaison avec Madame Ngombassé, qu'on revient ici sur le plateau pour poursuivre cette analyse. Je vais commencer ici sur le plateau avec vous, docteur Essomba. On a suivi quand même quelques bribes. On a l'impression qu'il y a, puisqu'on interroge également l'attitude des autorités camerounaises, et pour rappeler d'ailleurs que beaucoup fustigent cette diplomatie. On parle d'une diplomatie assez amorphe face à la réaction de la Guinée équatoriale. Mais lorsqu'on écoute aussi Madame Caroline, on a l'impression que c'est un peu plus profond que ça. On voit même encore un peu une question de corruption, même dans cette affaire. Alors, c'est que je suis, ça il faut le dire, frappé d'émotion. Après avoir écouté le témoignage vibrant de Caroline, excusez-moi, au-delà de cela, les images que nous avons vues sont extrêmement choquantes et ne peuvent que heurter la sensibilité.
Vous ne pouvez pas vous imaginer, voilà un pays frère et ami. Si vous me permettez un peu de plonger dans l'histoire, c'est un pays qu'en réalité le président Ahidjo avait refusé d'annexer. Ça veut dire qu'en réalité aujourd'hui la Guinée équatoriale serait une région du Cameroun. Je dois vous avouer que lorsque ce pays a eu des difficultés, le président Ahidjo affrétait son avion au président Obiangema Bazogo pour faire ses tours. À un moment donné, il y a eu, et je vous parle avec preuve à l'appui, aujourd'hui si vous allez en Banjok, il y a tout un camp appelé camp guinéen. Parce que Ahidjo avait trouvé, il s'était rendu compte que si on accueillait tous les Guinéens au niveau de la capitale politique, ça allait créer un problème. On les a excentrés du côté de Mbandjok, où il y a tout, où je vous parle à l'instant, ce camp existe toujours, il y a tous les Guinéens sont de ce côté-là. Et l'histoire justement de la mise en place de la structure qui puisse promouvoir un développement intégré, un espace intégré, et promouvoir justement la libre circulation des biens et des hommes, a commencé à naître depuis 1968, lorsqu'on a pensé de mettre en place l'Union des États de l'Afrique centrale. Et l'opération vient à maturité en 1972, où effectivement, parce qu'au départ, il y avait la Guinée équatoriale, il y avait le Tchad, il y avait le Congo-Brazza, qui avait accepté justement de rentrer dans cette union-là. Le Cameroun va rentrer un peu plus tard. C'est-à-dire qu'en 1972, lorsque le traité mettant en place l'UDEAC se confirme. Et on va se rendre compte que pour maturer justement la mission fondamentale de permettre ce développement, j'allais dire, cette intégration rendre cette intégration régionale assez dynamique, on va créer en 1994, c'est-à-dire que la mise en place de la CEMAC. Et c'est-à-dire que l'entrée en vigueur de cet acte prendra du temps parce que deux pays vont retarder. Parmi ces deux pays, donc, vous avez eu le Gabon et la Guinée équatoriale. Et à partir de là, donc, le traité, finalement, la CEMAC va entrer en vigueur en 1999. Parce que deux pays auraient traîné le pas de retrouver l'Union. Et finalement, la première opération d'expulsion des Camerounais date de 1978. C'est-à-dire que dès que le traité avait été mis en place de l'UDEAC, finalement en 1972, on se rend compte que Obiangema a réagi pour la première fois en chassant les Camerounais en 1978. Et à cette date-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction vive du président Ahidjo. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un Boeing 747 récupérer tous les Camerounais volontaires qui voulaient revenir. Et il fait sillonner l'espace territorial équateur-guinéen par un avion militaire aux commandes desquels se situait, disons, pilotait le général Mpele Gebama qui pilotait cet avion. Donc, il a fait survoler, cet avion a survolé le territoire équateur-guinéen pendant 30 minutes et est revenu au Cameroun. Et depuis là, depuis 1978, il n'y a plus eu ces expulsions. Mais finalement, qui reviennent en puissance en 2000. Et où, depuis 2000, on en a enregistré pratiquement 6 à 7 expulsions qui sont faites de manière extrêmement brutale. Et je vais vous dire, j'ai été très choqué parce que lorsque j'ai souvent regardé les images à la télévision, lorsque les présidents de la CEMAC se retrouvent, j'ai toujours fait le constat, peut-être malheureux, que Obiangema Bazogo est toujours très rapproché de Paul Biya. Si vous avez remarqué les photos, même des dernières réunions de la CEMAC où tous ces chefs d'État se sont retrouvés, vous constaterez toujours que Obiangema est très rapproché de Paul Biya. Une certaine intimité. Un peu comme qui dirait quelqu'un qui, en fait, on t'embrasse pour mieux t'étouffer. Parce qu'à partir de là, on n'arrive pas jusqu'ici, Manuela Seki, à comprendre ce qui se passe. Bon, les autorités équato-guinéennes ont estimé que elles se sont lancées dans une opération qu'elles avaient appelée opération de toilettage. Il était question, puisque cet État préparait l'élection présidentielle, il était donc question de faire partie de ce territoire tous ceux-là qui n'étaient pas dans la régularité. Tout à fait. Mais ce qui est davantage gênant, c'est que même ceux qui étaient dans la légalité, parce que un autre Camerounais que j'ai eu l'occasion, enfin, il a eu l'occasion de m'écrire, je ne sais pas comment il a eu mon numéro, il m'explique que on arrête un autre Camerounais qui est dans une cellule, dans un commissariat, il va donc lui rendre visite, et quand lui il arrive, il dit non, monsieur le professeur, si vous venez donner un peu de pomme, vous avez pris mon frère. Le gars lui dit que
documentos. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez les documents? Oui. Le monsieur lui dit, oui, bah, mes documents, lui, même si tu as tes documents, monsieur, entrez ici. Voilà comment lui aussi, détenteur des documents légaux, est brutalement, comment dire, maltraité. Et cela a fait de sorte que je me suis posé la question de savoir, quand nous regardons cette CEMAC aujourd'hui, quel est le pays moteur? C'est bien le Cameroun. D'ailleurs, depuis 2019, c'est le président Paul Biya qui préside au destiné justement de la CEMAC. Qu'est-ce qui peut justifier un tel acharnement? C'est vrai, contre tous les autres ressortissants, des autres qui viennent des autres pays, mais avec une fixation forte sur les Camerounais. Et je vais vous dire une chose, la même question que vous venez de poser à la dame m'a également touché parce que je me suis rendu compte que l'attitude à un moment donné des autorités camerounaises a été une attitude flegmatique. Parce qu'à aucun moment on a convoqué l'ambassadeur équato-guinéen dans nos institutions et on voit que le président de la République avait déjà sorti toute une enveloppe de 126 millions ou 125 millions, 125. Mais qui finalement, enveloppe qui a pris, c'est-à-dire que des voies sinusoïdales, comme on dit souvent, c'est-à-dire que qui ne sont pas normales. Et aujourd'hui, on se pose bien la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos autorités face à une situation où vous avez vu, même, vous avez parlé tout à l'heure du droit international, on va y revenir. On va y revenir. Les questions des droits de l'homme sont justement mises en relief et on se rend bien compte que la dignité humaine perd de tout, voilà, est bafouée. Merci pour ce premier jet, Dr Essomba. Avant de revenir sur le plateau, on va réessayer avec Madame Caroline pour lui permettre également de terminer son analyse. Madame Caroline, on me signale que vous êtes déjà là encore. Alors, je vous renvoie bien sûr l'antenne pour poursuivre. Merci et je m'excuse, les aléas de nos connexions. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça sera notre débat. Oui, j'étais en train de dire que vu la réaction du peuple camerounais et puis la réaction des organisations internationales, je suis très surprise et je suis très déçue parce que je pense que cette situation est en train d'aller grandissante. Il y a beaucoup d'aspects dans lesquels je pense qu'il faudrait qu'on revienne là-dessus parce que la Guinée équatoriale est en train, pour moi, excusez-moi, je vais être un peu dur, mais la Guinée équatoriale, pour moi, c'est une chefferie traditionnelle avec un chef traditionnel qui est entouré de sa famille dans les postes stratégiques. Et à la suite de ça, vous voyez, quand il n'y a pas de professionnalisme dans le management politique, quand il n'y a pas de professionnalisme dans la gestion humanitaire, quand il n'y a pas de professionnalisme dans la gestion des droits de l'homme, parce que ce pays a signé beaucoup de traités, comme vous pouvez le savoir. Je pense qu'aujourd'hui, faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, la Guinée équatoriale devrait respecter les traités et les lois sur le rapatriement des personnes en situation irrégulière. Bon, vous savez aussi que, Madame Doubet, que la Guinée équatoriale a un problème. Et je pense que le professeur est en train de, si je peux me permettre là-dessus, la zone de libre-échange continentale, c'est quelque chose où on parle, mais quand même les chefs d'État se sont réunis le 25 juin 2013 pour apporter des actes additionnels dans la circulation des personnes. Ils ont sorti cet acte additionnel qui est la 08-CEE-SE-SE du 29 juin 2005 relatif à la libre circulation des personnes. L'article 1 est très clair, que tous les ressortissants de la zone de libre-échange continentale peuvent circuler librement entre les États avec un passeport et une carte nationale d'identité de ces États et peuvent rester en résidence pendant 90 jours dans le pays étranger, tout en suivant les règles et les lois de ce pays. On reviendra là-dessus plus tard. Je ne vais pas monopoliser l'écran pour l'instant, mais je pense que
Nous allons débattre là-dessus, étape par étape, parce qu'il faudrait qu'on explique un peu que ce que la Guinée équatoriale est en train d'enfreindre les lois, les traités et les conventions qu'elle a signées, dont elle est condamnable juridiquement. Elle est condamnable. Bon, mais moi, je ne comprends pas pourquoi le mutisme et notre diplomatie, je vais utiliser un mot qui est peut-être dur, mais je constate que notre diplomatie est moribonde et elle est, comment je peux dire, elle est compatissante. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je pense que avec le débat que nous allons avoir, peut-être que les panélistes aussi qui sont sur le plateau pourraient aussi m'édifier, mais j'ai quand même un argumentaire assez puissant là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale ne respecte pas les droits de l'homme. Parce qu'il y a une déclaration, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration fondamentale des droits de l'homme, qui est la base de la Constitution de tous les pays membres des Nations Unies, dont les 185 pays. À ma grande surprise, je ne comprends pas pourquoi notre ministère des Relations extérieures ne prend pas le taureau par les cornes et fait appliquer ces traités. Parce qu'ils sont là, ils existent. Ils ont signé, la Guinée équatoriale a signé des traités au niveau des Nations Unies, au niveau comment on appelle ça, de l'Union africaine. Et nous avons une cour pénale des droits de l'homme, des peuples et des peuples indigènes. Pourquoi ne pas utiliser aujourd'hui tous ces outils pour pouvoir mettre à genoux la Guinée équatoriale? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Cameroun ne réagit pas? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Vous savez, ce que j'ai vu depuis le mois d'octobre, les rapatriements à Kiossi, pour moi, c'est une douleur atroce parce que quand vous voyez un bébé de 3 mois qui est expulsé d'un pays, 3 mois de vie sur cette terre, qui se fait expulser et que tout le monde reste muet, reste dans un mutisme, qui reste un silence. Et que font les députés parlementaires camerounais? Que font nos ministres camerounais? Que font nos agrégés? Les grandes sommités des grandes écoles de droit international aujourd'hui au Cameroun, ils font quoi? Que font-ils? Je n'ai vu aucune personne se déplacer en Guinée équatoriale pour dire que prenez une bouteille d'eau, prenez un morceau de pain, prenez un habit, prenez une couverture ou prenez un véhicule ou bien prenez le peu que nous avons pour aider ces personnes. Ce ne sont pas des Camerounais. Ce ne sont pas les Camerounais. Ils sont quoi? Des étrangers. Ils sont jetés, comme ils sont poursuivis comme des animaux. Il y a des meurtres. Il y a des personnes qui sont encore actuellement dans les forêts. Il y a des femmes et des enfants qui sont encore cachés. Je fais rapatrier avec le consul avant-hier. Je pense que vous aurez des images, je n'ai même pas besoin de vous dire. Mais juste après mon départ, nous étions encore dans la voiture. Je recevais des appels au secours. Aujourd'hui, toute la nuit, je n'ai pas dormi parce que deux costards sont encore arrivés et ils devaient traverser la frontière, ils devaient se déplacer pour arriver à Douala et à Yaoundé. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de sécuriser nos Camerounais, nos compatriotes, non, les militaires, les douaniers, pas les militaires, pardon, les policiers, les gendarmes dans les postes de contrôle ne font que les maltraiter. Est-ce que c'est normal? Et ce ne sont pas des Camerounais. Et le président de la République a demandé à ce que ces personnes rentrent avec leurs effets et qu'ils rentrent librement. Ils arrivent au pays, on les maltraite encore. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faut attendre les grandes instructions du chef de l'État pour les laisser passer par barrière par barrière? Je peux vous dire que j'ai appelé le sous-préfet de Kiossi, j'ai appelé toutes les autorités. J'étais obligée d'appeler à chaque fois pour que ces personnes puissent passer. Et suis-je, moi, une petite femme d'1,69 m pour aider toute une nation? Qu'est-ce que la nation elle-même fait pour ses ressortissants? C'est la question que je me pose tous les jours. Après, on va accuser les autres. Commençons d'abord par nous-mêmes.
Commençons d'abord par nous-mêmes. Après, on va aller du côté d'Obiang Nguema. On va lui dire, on va lui montrer que le Camerounais n'est pas bête. Et on va lui poser la question, pourquoi il n'aime pas les Camerounais? Qu'est-ce que les Camerounais lui ont fait? Nous allons aller... Vous savez, Madame Doumbé, pour moi, c'est une douleur parce que je suis née à Yaoundé, j'ai des origines camerounaises, je suis néerlandaise, je me bats pas seulement pour le Cameroun, je me bats pour tous les pays africains par rapport à ma position. Et à cause de ça, mon devoir, ça m'a trouvé ici au Cameroun, hein, mon devoir est d'aider les Camerounais et je ferai de mon mieux pour le faire. Mais je demande, je réitère, tous les ministères de ce gouvernement, à partir du Premier ministre jusqu'à tous ces ministres, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez des autres instructions du chef de l'État? Il vous a donné des postes, il vous a donné un travail à faire, un cahier des charges, mais appliquez-le. Si vous devez signer quelque chose, vous devez sortir un décret ou un acte, vous devez toujours demander au chef de l'État. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui va venir faire votre travail? On travaille comment maintenant ici au Cameroun? Moi, j'aimerais savoir quelle est la manière de travailler. On se moque de nous à l'extérieur. Made in corruption, le MIG. On nous connaît seulement pour ça. Au niveau humanitaire, mais faisons quand même un effort. Nous sommes un grand pays. Je vais prendre une minute, madame. Oui. Et je vais rechuter sur cette partie-là. Je voudrais que la République du Cameroun sache qu'ils ont à aussi des personnalités, des autorités qui méritent, je peux vous dire, la reconnaissance du peuple camerounais et la reconnaissance du continent africain. Je parle du sous-préfet de Kiossi et je parle du commissaire divisionnaire à l'immigration. Ces deux personnes travaillent jour et nuit pour pouvoir accueillir leurs ressortissants, les ressortissants camerounais et même des étrangers infiltrés. Mais là, on en reviendra plus tard. Mais par contre, les autres autorités, où sont-ils? Ce sont seulement ces deux personnes et leurs équipes qui travaillent jour et nuit depuis que cette affaire a commencé. Et je pense que la nation camerounaise et le peuple camerounais devraient leur dire merci. Et vraiment, sans eux, on serait déjà en guerre avec la Guinée équatoriale. C'est ce que je voulais dire pour l'instant. Merci pour ce premier jet surtout, hein. Merci pour ces informations fraîches puisque vous avez fait le terrain, vous faites le terrain. Juste avant de passer la parole au docteur Sango, effectivement, on va aussi profiter pour lire ce communiqué, plus ou moins une partie de ce communiqué de l'ambassadeur de la République du Cameroun auprès de la République de Guinée équatoriale, justement, avec peut-être le concours de la réalisation, voilà, qui a porté donc à la connaissance de la communauté camerounaise de Guinée équatoriale qu'il procédera le dimanche 4 décembre 2022, donc demain, dès 10h à l'inhumation de 4 ressortissants camerounais dont les corps ont été abandonnés à la morgue de l'hôpital régional de Malabo depuis 2017. Alors, on revient sur ce plateau, docteur Sango. Alors, on fustige justement ce mutisme. Madame Caroline, tout comme le docteur Somba ici, ont interpellé, ont questionné cette non-réactivité des autorités camerounaises. Madame Caroline a interpellé les ministres, en tout cas ceux-là, plus ou moins de l'administration, qui devraient normalement être chargés de résoudre, peut-être de réagir comme beaucoup le pensent ou alors l'attendent de manière efficace face à cette situation. Vous, comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce qu'il se cache quelque chose derrière cette attitude molle, si je peux le dire comme ça? Écoutez, du point de vue international et en vertu des sacros principes de la solidarité et de la coopération internationale, lorsque nous voyons les images qui nous parviennent de la Guinée équatoriale, d'emblée, on a les sentiments d'émotion, du pathétisme tragique, dans un contexte où le monde entier est en train de clamer la solidarité internationale. Parce que dans les relations internationales et dans le droit international, il y a de plus en plus ce principe de solidarité internationale qui voudrait que les États et les peuples s'entraident lorsqu'ils sont en difficulté. Donc moi je pense que au XXIe siècle, lorsque nous voyons les pareilles images,
cela relève beaucoup plus du pathétisme et même du tragique. Vous venez de parler là tout à l'heure des morts qui sont encore dans la morgue suite à ces événements. Lorsque je l'ai dit, il faut revenir donc pour dire que très tôt, il faut sortir de l'émotion lorsqu'on analyse les relations entre États. Parce que les émotions seules ne suffisent pas. Les relations entre les États sont souvent très complexes. Et vous venez de poser la question là de savoir s'il n'y a pas des choses qui se cachent derrière. Cette problématique amène, n'est-ce pas, ici à construire un raisonnement, n'est-ce pas, prudent, qui ne sombre pas dans les émotions. Pourquoi le président ne fait pas ceci? Pourquoi? Il y a des enjeux importants, stratégiques qui peuvent se cacher derrière. Il faut dire que l'idée d'intégration, et si vous voulez, des régionalismes a très tôt été lancée dans la sous-région Afrique centrale. De l'UDEAC en 1964, si ma mémoire tient encore très bien, à la CEMAC en 1994, l'objectif maximaliste de ces organisations d'intégration sous-régionale était la mise sur pied, n'est-ce pas, d'un espace intégré, se traduisant par la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux à l'horizon 2009. Or, aujourd'hui, cette perspective est loin de la portée parce que la CEMAC ne constitue, à proprement parler, ni une zone de libre-échange, ni une union douanière, encore moins un marché commun, au sens ou alors conformément aux théories de l'intégration économique schématisées par le chercheur Balassa. Parce qu'il faut le dire, l'intégration est un processus qui est étapoté. Et d'après Balassa, il y a 5 étapes pour que l'intégration soit effective. La zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun, le marché unique et enfin l'union économique et monétaire. Lorsque vous voyez dans ces 5 étapes, on peut se poser la question de savoir la CEMAC est à quelle étape? J'ai parlé de la première étape, zone de libre-échange. Est-ce qu'on peut légitimement parler aujourd'hui que la zone de libre-échange dans la sous-région CEMAC est effective? Lorsque nous en sommes encore au XXIe siècle, au chassement des citoyens, lorsqu'on assiste encore à l'exigence d'un certain nombre de pièces, lorsqu'on parle de la déréglementation des procédures, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est le lieu pour moi de souligner toute la contradiction qui paraît souvent et qui apparaît souvent entre la rhétorique résolument intégrationniste qui a souvent cours lors des discours officiels entre ces chefs d'État. Ils sont toujours en train de clamer qu'ils sont là ensemble pour booster la zone CEMAC, etc. Et sur le terrain, les politiques discriminatoires qui caractérisent les États membres. Vous voyez donc ce paradoxe. Et ce paradoxe-là m'amène donc à dire que, en tant que modeste analyste, que dans cette communautarisation des États-là, il faut dire qu'il y a des bons et qu'il y a des mauvais élèves de l'intégration. D'accord? Lorsqu'on voit les 6 étapes qui forment la CEMAC aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que il y a un certain nombre d'États qui annihilent, qui retardent, qui fragilisent encore cette intégration-là. Donc, puisque aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser ce problème-là, il faut dire qu'il y en a 2, le Gabon et la Guinée équatoriale. Alors, la question fondamentale qu'on peut se poser est celle de savoir qu'est-ce qui peut fonder ces politiques de réticence de ces 2 États dans cette zone de libre-échange de la CEMAC. C'est la question légitime qu'on peut se poser pour essayer d'apporter des esquisses réponsionnelles sur les conséquences que nous vivons là aujourd'hui. Parce que les téléspectateurs qui nous suivent ici aujourd'hui veulent comprendre ce qui motive, ce qui peut bien motiver, d'accord, la Guinée équatoriale et le Gabon à opérer de cette manière-là, c'est-à-dire à être réticent, à freiner l'intégration. Même si lorsqu'on veut mettre les 2 pays sur la balance, la Guinée équatoriale tout comme le Gabon, on n'observe pas ce type d'attitude du côté du Gabon quand même. Effectivement, mais toujours est-il que ce soit du côté du Gabon, que ce soit du côté de la Guinée équatoriale, l'expérience a prouvé que ce sont ces 2 pays qui ne favorisent pas l'avancée de l'intégration. Donc moi, à mon niveau, je propose
j'avance, n'est-ce pas, ici, deux types de causes qui peuvent expliquer cette réticence-là. Il y a d'un côté les causes qui peuvent être subjectives et de l'autre côté les causes qui peuvent être objectives. Du point de vue subjectif, il faut dire qu'il s'agit des constructions imaginaires que ces pays-là peuvent développer ou ont développé au fil du temps, d'accord, et qui se matérialisent aujourd'hui. J'essaie de recenser parmi ces causes subjectives 3 types de mythes qui pourraient expliquer ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, le premier mythe, c'est quoi? C'est le mythe de l'invasion démographique. Comme pour dire que vous allez voir que lorsque vous voyez ces 6 États de la CEMAC aujourd'hui, les 2 États qui sont réfractaires, réticents au processus d'intégration, sont des États qui sont démographiquement inférieurs aux autres États. Que ce soit la Guinée équatoriale, que ce soit le Gabon. Donc, d'emblée, ils ont développé ce mythe de l'invasion démographique qui, pour eux, pensent que les autres États ou les ressortissants des autres États viendraient, n'est-ce pas, en quelque sorte, les envahir dans leur pays. Donc, c'est un élément qui, quotidiennement, même si ce n'est pas officiel, c'est dit dans des buvettes, dans des routes, et dans des agendas politiques, et réconforte, d'accord, ces chefs d'État-là dans leur position. Du moins, lorsqu'on voit les conséquences sur le terrain, on comprend bel et bien l'origine de leur peur. Le deuxième mythe, également, c'est le mythe de la spoliation économique. Vous allez vous rendre compte que, du point de vue historique, si le Cameroun aujourd'hui est considéré comme le grand frère de cette sous-région pendant des temps, il faut dire que pendant les années récentes, le Gabon et la Guinée, à la faveur de ce qu'on a appelé les pétrodollars, sont devenus économiquement prospères, entre guillemets. On a fait l'histoire, et je pense que le professeur a très bien fait de remonter l'historique pour dire qu'à l'époque, ce pays-là a failli être annexé par le Cameroun, comme pour dire que c'était un pays qui était sous perfusion camerounaise, que le Cameroun nourrissait, parce que c'est un pays qui était enclavé économiquement et qui n'arrivait pas à satisfaire les besoins sociaux de base de ces populations. Donc, ce mythe de spoliation économique explique donc le fait que ces pays-là pensent que, en rapport avec le mythe de l'invasion démographique, la richesse, leur prospérité, du moins leur pétrole, parce qu'il faut le dire, ce n'est que ça, leur pétrole serait spolié par les ressortissants des autres pays. Et je sortirai avec le troisième mythe, qui est le mythe de la perversion sociale. Vous savez que de plus en plus, et puisqu'il s'agit fondamentalement du Cameroun, de plus en plus, cette image-là, cette idée-là, est de plus en plus partagée que les Camerounais sont des malhonnêtes. Lorsqu'ils arrivent ailleurs, ils ne se conforment pas, ils ne se comportent pas très bien comme il faut se comporter. C'est des mafieux, etc., etc. Donc je pense que lorsqu'on met sur la table ces 3 types de mythes-là, on peut comprendre dans une certaine mesure l'agissement de la Guinée équatoriale et du Gabon. Donc je reviendrai dans la suite pour également expliquer les causes objectives, parce que là, jusqu'ici, j'ai beaucoup plus privilégié les causes subjectives. Merci à vous, Dr Sango. Docteur Issoumba, je poursuis avec vous. On peut comprendre, d'après M. Sango, justement, cette attitude de la Guinée équatoriale. Vous également, vous pensez qu'il y a des justificatifs, de justification, en tout cas, en ce qui concerne cette attitude? Écoutez, le docteur Sango venait de faire une brillante analyse sur les causes subjectives. Je voudrais tout simplement les résumer en un seul mot, c'est que en fait les Équato-Guinéens sont des paresseux. Paresseux en ce terme où les Camerounais sont très actifs, c'est la raison pour laquelle la question de l'envahissement qu'il a évoqué dans l'ordre justement de la subjectivité revient justement pour indiquer que les Camerounais partout où ils arrivent se font toujours remarquer, peut-être pas forcément négativement, mais parfois positivement aussi. Parce que quand nous avons vu les dames, pour certaines, elles ont ouvert des salons de coiffure, il y avait des restaurants, il y a des hommes qui ont ouvert un certain nombre de bistrots, des restaurants, ainsi de suite. Donc vous voyez, vous convenez avec moi que les Camerounais, partout où ils arrivent, sont dynamiques. Et vous savez, il y a quelque chose qui se passe, que on préfère souffrir à l'étranger que de souffrir dans son propre pays.
Donc, la théorie de l'invasion ou la théorie de l'envahissement ne peut que se justifier dans un contexte où l'Afrique reste une Afrique de pauvreté. Ce n'est pas une Afrique aussi réalisante en termes justement de richesse. Donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale souffre d'un mal. C'est de voir les autres membres des États venir les envahir, venir s'occuper de leurs richesses. Et il a parlé de l'élément économique. Venir même à la limite, parce que quand vous voyez à l'approche d'une élection comme celle-là où on vous dit on repulse, on rechasse, il faut chasser tout le monde, cela veut dire que les dirigeants en place se disent que même les étrangers qui viennent, qui sont régulièrement, comment dire, qui ont des papiers de manière régulière, qui sont parfois bien installés, peuvent même influencer sur le sort du vote. Et il faut donc les expulser par tous les moyens. Alors, moi je vous ai dit, ce qui me gêne, au-delà de tout ce qu'on peut développer sur ce plateau, ce qui est gênant, c'est qu'il y a une violation grave des droits de l'homme. Oui, allons-y justement sur cette violation des droits de l'homme. Droits de l'homme parce que, écoutez, et la dame Caroline a si bien fait de le rappeler, la Guinée équatoriale a ratifié les instruments juridiques internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme. On peut se limiter simplement sur cette Déclaration universelle qui contraint aux États, par exemple, de traiter avec dignité et respectabilité et même honneur les citoyens ou bien les populations étrangères que l'on a dans son territoire. Si vous avez suivi à la suite de cette affaire, Amnesty International est sorti pour fustiger le traitement dégradant et inhumain qu'ont subi les Camerounais de ce côté. Quand on vous arrête et que vous êtes dans l'irrégularité, mais nous avons vu, j'ai eu un cas au Maroc où il y a des Camerounais qui sont arrivés au Maroc. Mais qu'est-ce que les autorités marocaines ont fait? On a apprêté un avion, tout ce qui était dans l'irrégularité, on les a mis dans les avions. Et il y avait parmi eux un de mes cousins qui est revenu, on l'a laissé à l'aéroport ici, à Simanen. Donc, l'État qui en réalité veut opérer ce que j'appelais, qui veut faire une opération de toilettage, lui-même, pardon, autant pour moi, prend en charge tous les étrangers qui sont là pour que cela ne suffise pas des services comme nous sommes en train de voir qui sont de nature dégradante. Donc, la Guinée équatoriale est en train de faire un peu de trop et je pense que ils profitent, et comme je l'ai dit, je crois que c'était sur ce plateau où ils ont la chance que nous n'avons pas un va-t-en-guerre à la tête de notre État. Nous avons un chef d'État pacifiste. Parce que vous avez vu la réaction, c'est pourquoi j'ai plongé dans l'histoire, pour que les téléspectateurs comprennent un peu mieux quelle a été la réaction du chef d'Aïdjo quand il était là pendant que le président équateur-guinéen et autres avaient expulsé les Camerounais. Donc, ils ont la chance que nous avons à la tête de notre État, je venais de le dire, un président pacifiste qui n'est pas un va-t-en-guerre. Ça veut dire que c'est un tort, justement, de... Ça commence à devenir un tort, parce que vous savez, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, riposte exceptionnelle. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de dire ici que non, nous allons nous mettre à chasser les Équato-Guinéens. Non, je ne peux pas faire, je suis un professeur d'université, je ne peux pas faire passer un tel message. Mais ce que nous pouvons utiliser, c'est par exemple la technique qui va consister d'abord à bloquer déjà toutes nos frontières. Parce que je vais vous dire, c'est le Cameroun qui alimente l'État équato-guinéen. Nous voyons aujourd'hui, lorsque un panier de tomates vient être vendu au Cameroun à 12 000, c'est simplement parce qu'on achemine tous ces produits-là du côté de la Guinée équatoriale, du Gabon, ainsi de suite. C'est ce qui permet donc de renflouer, de surenchérir les prix pour permettre justement que sur le plan national où nous travaillons, les populations souffrent. Par contre, on achemine tous ces produits-là de l'autre côté. Donc maintenant, première des choses, et ça je veux insister, l'ambassadeur équato-guinéen au Cameroun devait au moins être convoqué par nos autorités. C'est-à-dire, en fait, le seul fait de ne l'avoir pas fait démontre à suffisance que les Équato-Guinéens estiment qu'ils ont du dessus sur l'État du Cameroun. Et c'est en réalité l'image que l'on veut passer. Or, c'est un tort. Et je dis, imaginez-vous, je voudrais vous prendre un exemple dans un contexte un peu réduit à l'université. Je venais d'être membre du jury
d'un ressortissant équato-guinéen qui se tenait sur les ressources naturelles équato-guinéennes. Et il est venu soutenir ici. Imaginez-vous que nous, on veut réagir à cette manière de faire qui est anormale. Je ne pouvais pas, en réalité, en tant que Camerounais, au vu de ce que je suis en train de voir, d'observer, de me prêter à ce jeu, d'appeler à cette soutenance. Parce que justement, je me rends compte que peut-être, lorsque quelqu'un vous vise un caillou, peut-être il faudra aussi lui viser le caillou. Donc, la situation équato-guinéenne aujourd'hui, moi je pense que nos autorités doivent s'asseoir, réfléchir, penser cette situation et voir dans quelle mesure nous sommes prêts d'apporter notre expertise sur cette question pour que, en réalité, les Camerounais ne subissent une telle humiliation. Parce qu'Emmanuel Asséké, c'est une humiliation pour un État qui est, comment dire, j'allais dire le poumon, c'est-à-dire que la locomotive de ces États de la CEMAC, le Cameroun, c'est la locomotive en termes de population, en termes de positionnement géostratégique. Donc, il n'y a pas match. Mais on ne peut pas tolérer que ce soit l'enfant, le dernier né, qui vienne bousculer les aînés. Donc moi, je pense que, pour nous dire de la manière la plus simple, et pour que nos téléspectateurs en soient suffisamment aguerris sur la question, il faudrait que le phlegmatisme qui anime l'attitude de nos autorités administratives soit justement mis en branle. Parce qu'il faudrait que nos autorités administratives puissent réagir. Et nous allons voir que lorsqu'une question comme celle des droits de l'homme est touchée, est flouée, cela remet en cause même la nature humaine. Parce que vous avez lu tout à l'heure, dans le petit extrait que vous avez lu, on vous dit, la libre circulation se fait si vous avez un passeport CEMAC, et si vous êtes titulaire ou détenteur d'une carte d'identité de votre pays. C'est suffisant. C'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. C'est suffisant. Mais ils vont au-delà de cela, que même titulaire des éléments qui attestent de la régularité de votre séjour au niveau de la Guinée équatoriale, les autorités agissent toujours de manière irréfléchie, permettez-moi le terme, et de manière à ne pas respecter les instruments juridiques qu'eux-mêmes ils ont ratifiés, qui visent justement à la protection et au respect de la dignité humaine. Merci une fois de plus à vous, Madame Caroline, justement, puisqu'on parle de ce droit international. On rappelle que du côté de Malabo, c'est clair, d'ailleurs, ils le disent, hein, il s'agit bien sûr des personnes en situation irrégulière. J'ajoute à cela peut-être les arguments plus ou moins qui pourraient expliquer aussi cette attitude de nos panélistes ici sur le plateau. Et beaucoup se demandent, ou alors avancent et s'interrogent, est-ce que la Guinée équatoriale n'a pas le droit de défendre justement ses lois? Est-ce que ceux qui arrivent dans ce pays ou alors dans un quelconque autre pays ne devraient pas s'arrimer ou alors respecter les lois de ce pays? Merci, j'ai écouté toutes les interventions avec beaucoup d'attention. D'abord, j'ai été sur le terrain. Je souhaiterais que tout le monde aille sur le terrain et voir ce qui se passe à Kiossi. Et de côté, vice-versa. Les Équato-Guinéens rentrent au Cameroun pour vendre certains produits. On ne leur demande rien. Même la douane, on ne leur demande rien. Les Camerounais rentrent en Guinée équatoriale avec des produits. Il y a la frontière, on appelle ça la chaîne. On les voit. Je crois qu'il y a des images qu'on pourra montrer. Il y a une circulation fluide au niveau du commerce. On ne peut pas dire qu'il y a un problème au niveau du commerce, mais pourquoi il y a un problème au niveau des personnes? Je vais revenir un peu sur la situation du droit des accords de la Guinée équatoriale dans le cadre des expulsions. La Guinée équatoriale n'est pas membre de l'OMI, de l'Organisation internationale pour la migration. Le Cameroun, oui. Il y a 175 pays qui ont signé les accords et qui cotisent en cas de problème de ce genre. Il y a un programme aujourd'hui. La Guinée équatoriale a sorti un communiqué en demandant aux ressortissants étrangers, pas seulement camerounais, aux ressortissants étrangers de quitter leur territoire, ceux qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas de
de permis de séjour ou d'autorisation de résidence dans leur pays. Mais il faut que le monde entier sache que la Guinée équatoriale a modifié son programme migratoire en 2018. Elle a instruit beaucoup de... Elle a changé les comment on appelle ça, elle a des exigences, elle a créé d'autres exigences migratoires pour que les ressortissants étrangers puissent rentrer dans leur pays. Est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui qu'en Guinée équatoriale, pour pouvoir vivre en Guinée équatoriale, vous avez différents permis de séjour. Même au Cameroun, il n'y en a pas comme ça. Même dans Sao Tomé, il n'y en a pas comme ça. Vous avez un permis de séjour, le BI. Hein? C'est le premier, c'est un permis de séjour qui permet aux employés de travailler, qui est valable pendant un an, qui doit être demandé par les employeurs. Après, vous avez le BR. C'est un permis de travail qui est renouvelé par le BI, c'est-à-dire le premier, et qui est valable 2 ans. Ensuite, vous avez le C. Le C, c'est lorsqu'une personne renouvelle son permis PR. Elle obtient un permis C de travail valable 3 ans. Après, il y a le UNE. Le UNE, c'est une autorisation de travail temporaire valable 6 mois avec possibilité de renouvellement et destiné aux salariés intermédiaires, c'est-à-dire intermittents, les techniciens et tout ce que vous voulez dans les mains d'œuvre. Après, vous avez le JE. C'est un permis de travail informel qui est destiné aux travailleurs salariés ou aux indépendants, les petits commerces qui peuvent ils peuvent demander ce permis de séjour et qui est valable 1 an et qui est renouvelable. Je vous explique tout ça parce qu'après je vais vous montrer la résonance et la manière, la logistique de fournir un permis de séjour, d'obtenir un permis de séjour en Guinée équatoriale. Après le G1, vous avez le PCP, est un permis de travail pour les travailleurs indépendants exerçant une activité en Guinée équatoriale qui est ouvert aux travailleurs contractuels qui est valable pendant 3 ans. Après, vous avez le ATP. C'est un permis de travail agricole pour les employés, les travailleurs agricoles et les indépendants dans le secteur de l'industrie et des métiers de l'industrialisation. Après celui-là, vous avez le PP. C'est un permis de séjour qui permet, dans certaines conditions, aux étrangers d'avoir un permis, de demander ce permis de séjour. C'est un permis de séjour de travail permanent, entre parenthèses. Toutes ces demandes de visa doivent être faites par lettre officielle auprès du ministère. Ils doivent adresser un courrier auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Voilà, ça c'est la procédure qu'on doit suivre pour avoir un visa de 90 jours renouvelable avec la possibilité de demander un de ces permis de séjour. Mais ce que les gens ne disent pas, c'est que les Camerounais et les étrangers qui vivent en Guinée équatoriale ont tous des passeports et ont tous des cartes, majoritairement des cartes d'identité. Et ils demandent ces permis de séjour. Et on leur demande 700 000, rien que pour avoir un permis de séjour. Et si par hasard, la personne qui a délivré ce permis de séjour aujourd'hui, ou bien ce visa, est virée de son poste, le prochain qui vient, ils doivent encore demander. On ne sait même pas où on doit aller demander. On demande d'écrire au ministère. Maintenant, pour aller à Malabo, le ministère se trouve à Malabo. Et ceux qui sont dans le continent, dans la région continentale, peuvent se faire rançonner à partir de l'aéroport. 30 000 pour aller à Malabo, arriver à Malabo, encore 30 000, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a autour de cette demande de visa, il y a une corruption qui ne dit pas son nom. Comment voulez-vous qu'un ressortissant camerounais qui veut rester en Guinée équatoriale, qui a des magasins, qui a des propriétés, parce que nous, non, on n'a même pas pensé à ça. Dites-moi un peu, est-ce que vous pensez que vous-même qui êtes sur le plateau, même le citoyen lambda, même la personne la plus fortunée qui veut travailler en Guinée équatoriale va dépenser 700 000 chaque mois, ou bien tous les 6 mois? Non, il ne faut pas exagérer. La Guinée équatoriale a une politique de visa qui est ping-pong. C'est-à-dire, elle fait ce qu'elle veut pour donner les visas. Et même, comme je disais tout à l'heure, je vous ai dit que
la Guinée équatoriale, c'est une chefferie traditionnelle, moderne, qui a construit des infrastructures modernes, mais qui a une gestion paysanne et villageoise, parce qu'ils n'ont pas la notion de l'administration. Ils ne peuvent pas suivre. L'administration, pour eux, n'est pas continue. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui cette difficulté et que les ressortissants camerounais et africains ont la difficulté de pouvoir être en situation régulière. Du secteur du diplomatique, il y a eu une coalition des pays africains en Guinée et des représentants des missions diplomatiques africaines à Malabo qui se sont mis en bloc pour défendre leurs ressortissants. Ça s'est fait. Et la Guinée équatoriale elle-même a sorti un communiqué par son vice-président et par le président qu'ils allaient assister tous les ressortissants étrangers qui voulaient retourner volontairement dans leur pays. Mais ça ne se fait pas. Ils ne suivent pas. Ils parlent beaucoup. Ils sortent des communiqués. Ils sortent des décrets. Mais ils ne font absolument rien. Concernant le Cameroun, l'Organisation internationale des migrations a le devoir de sortir les Camerounais de la Guinée équatoriale, de leur donner une assistance judiciaire, médicale et juridique, les réinsérer dans des centres de formation, ou bien de leur donner la possibilité de créer leur emploi. Rien du tout, rien de cela. Rien n'est fait. Et pourtant, le communiqué de l'ambassadeur du Cameroun à Malabo a été très clair. Le communiqué du mois d'octobre, je ne sais pas si Madame Doumbé peut nous sortir ce communiqué. Il a été très clair que l'Organisation mondiale des migrations, aujourd'hui l'Agence des migrations internationales, devait travailler. Elle ne fait rien. Où sont les ONG internationales? Ils sont ici, ils sont en Afrique seulement, ils roulent dans les 4x4, dans les grosses voitures, dans les grosses cylindrées, mais leur boulot, ils ne le font pas. C'est nous, la société civile, c'est nous les ONG, c'est nous les citoyens lambda nous sommes en train de travailler, faire leur boulot, et pourtant le Cameroun cotise pour protéger les intérêts de ces ressortissants. Je pense qu'il faut maintenant arrêter, il faut qu'on arrête de parler et qu'on essaie de trouver des actions bien précises. Et moi, à la fin de ce programme, à la fin de cette émission, si Madame Doumbé me le permet, je vais vous donner des propositions concrètes qui sont faites et que nous avons déjà mis en place. Parce que là, moi, je suis fatiguée toujours de parler dans les médias et je ne vois aucune réaction des personnes concernées, des responsables concernés. Par contre, le président Doumbia a demandé à ce que l'ambassadeur de la Guinée équatoriale vienne en consultation lundi. Pourquoi le Cameroun n'appelle pas l'ambassadeur de Guinée équatoriale pour consultation, l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun pour consultation, qui nous dise exactement ce qui se passe et ce qui se cache derrière tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les traités sont là, ils sont signés. La Guinée équatoriale ne les respecte pas. On va les traîner en justice. Si le Cameroun ne le fait pas, nous allons le faire. La société civile va le faire. Et ça sera autre chose. Après, on dira que on est en train de traîner un pays africain auprès des institutions internationales. Mais s'ils ne les respectent pas, les ressortissants camerounais ne sont pas des animaux. Ils sont des êtres humains. Merci une fois de plus à vous, Madame Caroline. Effectivement, on va revenir vers vous justement pour des solutions. Mais avant, le docteur Sango, voilà, à la suite de Madame Caroline, hein, vous parliez également tout à l'heure de causes objectives. Oui, je parlais tout à l'heure des causes objectives pour dire que à côté de ces causes subjectives que j'ai déblayées ici, il existe également des causes réelles, perceptibles, tangibles, visibles, qui expliquent ces réticences des pays comme la Guinée équatoriale et le Gabon quant à ce qui concerne le processus d'intégration. Il ne faut pas se leurrer du fait qu'en réalité, entre ces pays-là, il existe des tensions politico-diplomatiques qui les encadrent. Je vous ai indiqué ici que ce n'est pas parce qu'on les voit souvent s'embrasser lors des rencontres officielles, ils s'appellent des frères, etc. Oui. Mais sur le terrain, il y a des tensions diplomatiques très fortes qui caractérisent ces États-là. Et moi, je pense que ce que nous pouvons voir entre les relations entre les deux pays, parce que nous avons indiqué ici que, et nous le reconnaissons à suffisance, que le Cameroun
est le leader de cette sous-région. Mais à partir depuis un certain temps là, la Guinée équatoriale et le Gabon sont en train de quereller ce leadership là au Cameroun, d'accord, puisqu'ils sont en train de dire qu'en réalité le Cameroun est un leader qui ne s'assume pas, parce que on n'arrive pas à voir comment, que lorsqu'il y a un problème, comment le Cameroun prend des positions, comment le Cameroun se manifeste pour agir, pour prendre les devants, etc. Donc, il y a ce problème de leadership qui est querellé. Depuis donc l'arrivée du pétrole dans ces deux pays-là pensent déjà que, bon, ils peuvent se découper du Cameroun, ils peuvent se défaire de la sous-région pour vivre. Parce qu'on n'a pas vu ce genre de pratique lorsque ces pays-là étaient enclavés. On a fait la comparaison ici avec les années 78-79. Donc, il faut comprendre que la prospérité économique également de ces États-là les pousse à développer des ambitions qui visent aussi à se poser et à se positionner comme des futurs leaders de la sous-région Afrique centrale. C'est pour cela que vous allez voir que cette position-là se réconforte avec le type de management diplomatique du président de la République, qui ne fait pas des sorties, des agitations lorsqu'il y a un problème. Il reste toujours calme. Il ne convoque pas les ambassades, il ne fait rien. Donc, ces tensions diplomatiques-là peuvent également expliquer la réticence du processus d'intégration. Autre chose qu'il faut également mettre, n'est-ce pas, ici sur la table, c'est la sincérité et la volonté même des pays comme la Guinée équatoriale de s'inscrire dans la dynamique de l'intégration. Parce que lorsqu'on voit les actes que la Guinée équatoriale pose quotidiennement, on ne peut pas dire que c'est des actes anodins. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de cela 2 à 3 ans, je pense en 2018-2019, où le président de la Guinée équatoriale avait émis le projet de construire tout un mur à la frontière entre le Cameroun. Je pense que si on peut expliquer le fait que en Guinée équatoriale aujourd'hui, nous avons des citoyens qui ne sont pas en règle du point de vue des papiers, des passeports, etc. La construction du mur, tout au moins, démontre en suffisance que la Guinée équatoriale n'est pas prête, d'accord, à s'engager dans le processus d'intégration. Cela montre que la Guinée équatoriale n'est pas sincère. Cela montre que la Guinée équatoriale a d'autres objectifs. Donc moi je pense que dans un contexte où nous sommes en train de clamer la solidarité et la coopération internationale, il est important aujourd'hui que le président de la République, Paul Biya, n'est-ce pas, voie clair là-dessus. Parce que ces citoyens ne peuvent pas souffrir de manière infinitésimale. C'est-à-dire qu'il ne finit pas. Ces citoyens ne peuvent pas chaque fois subir des atrocités d'un autre pays parce que, à un certain moment donné, il est important que le président de la République, quand même assume son leadership. D'accord? C'est un leadership presque naturel. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit la démographie, lorsqu'on voit même la prospérité économique, du point de vue des avantages comparatifs, la Guinée équatoriale peut se vanter aujourd'hui, mais c'est une économie qui est totalement dépendante du pétrole. Si le pétrole se coupe là aujourd'hui, ce pays-là va chuter. D'accord? Contrairement au Cameroun qui a une économie un peu diversifiée. Donc moi je pense que le président de la République, qui est ce leader naturel, doit sortir de ses gonds, doit sortir de son silence pour interpeller son homologue équato-guinéen pour que ce dernier lui dise quelles sont ses ambitions, qu'est-ce qu'il veut réellement. Et je pense que il a cet avantage parce que actuellement c'est lui qui est le président en exercice de la CEMAC. Il pourrait par exemple convoquer un sommet extraordinaire pour poser ce problème sur la table. Ça fait quand même mal lorsqu'on voit au 21e siècle comment le processus de la CEMAC peine encore à se matérialiser, alors que du point de vue historique, c'est l'un des vieux processus d'intégration. Lorsqu'on fait l'histoire des régionalismes dans le monde, la CEMAC occupe quand même une place prépondérante comparée à la sous-région, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, à la SADC,
par exemple, en Afrique de l'Est, l'Afrique centrale piétine encore à cause des tensions diplomatiques, à cause des intérêts personnels, à cause, n'est-ce pas, de la jalousie souverainiste. Parce qu'il faut le dire, ces présidents n'acceptent pas perdre une partie de leur souveraineté. Parce que qui dit communautarisation dit, n'est-ce pas ici, aliénation d'une partie de ta souveraineté pour la mettre au service de la communauté. Donc, lorsqu'on voit comment le président équato-guinéen se comporte, on voit bel et bien qu'il reste encore jaloux, il reste encore fixé, il reste encore déterministe sur sa souveraineté. Autre chose qu'il faut également convoquer pour sortir là-dessus, c'est également la limite du droit international. D'accord? Puisque le droit communautaire relève du droit international. Lorsqu'on voit comment ce droit international est malmené, n'est pas respecté, est, n'est-ce pas ici, appliqué à géométrie variable, on se dit bel et bien que il doit avoir une urgence à sa redéfinition. Parce que du point de vue de la hiérarchie des normes, et je parle là sous le contrôle du professeur spécialiste de droit, nous savons que si la Constitution est la loi fondamentale d'un État, les traités, et tout de moins lorsqu'ils ont déjà été ratifiés par un pays, n'est-ce pas, ont, n'est-ce pas, une valeur supraconstitutionnelle, se positionne au-dessus de la Constitution et doit être, n'est-ce pas, respectée. La limite donc de ce droit international dont je parle, c'est que le droit international pose souvent des principes, mais ne se donne pas les moyens contraignants, d'accord, pour pouvoir accompagner l'opérationnalisation de ces principes sur le terrain. Si le droit international était un droit contraignant, je vous assure qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale réfléchirait par 1000 fois avant de poser un certain nombre d'actes sur le terrain. Donc, moi, je propose que dans les jours à venir, ça c'est déjà le domaine scientifique universitaire, qu'on pense à rendre le droit international coercitif, à définir des principes contraignants qui permettraient aux États récalcitrants de pouvoir se soumettre aux résolutions que volontairement eux-mêmes ils auraient signées. Merci à vous, Dr Sango. On est presque justement à la fin, mais on va vous donner la parole pour conclure aussi. On va quand même aller au standard et prendre Monsieur Sely, qui veut participer. Allô, bonsoir, Monsieur Sely, bienvenue. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir à vos invités. Bonsoir aux téléspectateurs de For You. Madame Siké Doumbé, nous sommes pris dans le piège d'une SEMAC qui est tout simplement un foutoir. C'est un centre des arbitraires. Notre maman Africa là, qui s'occupe de ce problème, votre invité là, vraiment, je la salue, je l'encourage. Parce que de quoi s'agit-il? Cette SEMAC là, elle ne regroupe que les pays de France CFA. Donc c'est une SEMAC de la France. C'est une SEMAC qui a une gestion villageoise. La gestion villageoise, ce n'est pas qu'au niveau de la Guinée. Au Gabon, au Congo, au Cameroun, au Tchad, c'est pareil. C'est un groupe de gangsters qui sont à la tête de ces pays-là, qui manègent le pays comme si c'était leur fortune personnelle. C'est tout. Maintenant, et si cette SEMAC était une SEMAC des peuples, Madame Dedi, il devait avoir des règles. Quand M. Obiang renvoie des Camerounais comme ça, comme des bêtes de somme, quelle est la loi? Dans quel tribunal les Camerounais peuvent aller? Ça n'existe pas parce que la SEMAC n'a pas été écrite dans cet esprit-là. Nous n'avons jamais voté pour faire partie de la SEMAC. C'est une SEMAC de la France. Je sais que vous êtes à court de temps, mais comme votre invité donnait un peu les raisons objectives, croyez-vous que c'est normal que M. Paul Biya ait signé les APE contre l'avis de Obiang ou de Bongo? C'est parce que les APE, c'est ça qui appauvrit les Camerounais et qui les pousse vers les pays voisins où les gens ont quand même une gestion un peu intéressante. Deuxième chose, le coup d'État qui s'est passé dernièrement en Guinée, on sait que les gens sont partis du Tchad, de RCA, passés par le Cameroun pour aller attaquer Obiang. Mais quand le président Paul Biya accepte qu'on installe un général de guerre comme ambassadeur de France, vous croyez que ça permet à Obiang de dormir tranquillement? Donc il faut quand même, ne soyons pas seulement contre Obiang, mais soyons objectifs. Et disons que ce monsieur a des raisons de s'inquiéter et trouvons les moyens de lui enlever ses inquiétudes et les choses iront mieux. Excusez-moi d'avoir pris un peu plus de temps. Bonne soirée à vous.
Pas de souci, merci. Merci, Monsieur Sely. Vous nous permettez d'ailleurs justement de rebondir sur ces questions pour ressortir. Docteur Essomba, et effectivement, d'ailleurs, on l'a dit à l'entame de cette édition, qu'entre autres raisons, il y a cette affaire, il y a l'aspect sécuritaire, parce qu'on le sait, lorsque cette affaire d'expulsion a commencé, on avait également mis l'aspect sécuritaire en avant. Ce coup d'État manqué du côté de la Guinée équatoriale, plus ou moins, pourrait, selon certains analystes, expliquer aujourd'hui l'attitude de la Guinée équatoriale. M. Sely a parlé, entre autres aussi, de la signature des APE. On a l'impression que certains États africains ne veulent pas véritablement couper le cordon et d'autres, voilà, ne veulent plus continuer dans cette dynamique-là. Alors, est-ce que ça peut aussi être des points qui pourraient expliquer cette attitude de la Guinée? Oui, Manuela Sika, il faut dire ceci, que les États de la CEMAC sont chacun marqués par un ego surdimensionné. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun des États qui veut accepter de jouer un rôle de dernier plan. Oui. Tout le monde veut monter en puissance. Et écoutez, pour ce coup d'État qui s'est passé, il faut que je vous le dise, les enquêtes menées n'ont en aucun moment criminaliser ou culpabiliser, j'allais dire, les Camerounais. Oui. Il faut quand même qu'on soit aussi... ce que je peux reconnaître, c'est que les États ont l'obligation d'assurer à leur population le bien-être. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez compris la clause de style que j'ai utilisée, c'est qu'on préfère souffrir ailleurs que de souffrir dans son propre pays. Ça veut donc dire que dans son propre pays, il faudrait qu'on y mette donc des conditions favorables d'épanouissement pour que les gens ne puissent pas penser que l'Eldorado c'est ailleurs et penser que non, on peut être dans un Eldorado quand on reste chez soi. Et vous avez vu aujourd'hui, sur le plan technique, vous savez, ce sont les traités qui mettent en place, qui sont des éléments constitutifs de la CEMAC. Et une des conséquences de la mise en place d'une structure communautaire par un traité, c'est que les États peuvent se retirer librement de ces traités. Tout à fait. Et tout à l'heure, M. Sango, il m'a renvoyé la chandelle. Vous savez, quand les traités sont ratifiés, maintenant il y a deux conceptions. Il y a une conception qui voudrait qu'il y ait la primauté du droit international sur le droit interne. Et c'est en ce moment-là que les traités peuvent primer sur les constitutions des États. Mais il y a aussi une conception de la primauté du droit interne sur le droit international. Et à partir de là, le traité reste en dessous de la Constitution, sur la préservation du principe de la souveraineté. La souveraineté, oui. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire pour finir, c'est que nous sommes quand même étonnés de savoir que le silence de nos autorités est sépulcral, parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Voilà que de l'autre côté, on convoque l'ambassadeur du Cameroun pour lui demander de venir pour une consultation. Oh, celui de ce côté est là à ne rien faire, à se repousser les doigts, sans inquiétude aucune. Donc moi je pense que il faudrait, et je souscris entièrement à ce que venait de dire le docteur Sango, il faudrait, et même la dame l'a proposé, il faudrait que le président de la République, d'ailleurs, qui est le chef en exercice de la CEMAC, puisse convoquer une réunion de crise. Parce que là, on en a marre. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous vous rendez compte qu'avant l'élection présidentielle, on s'est dit, bon, Obiang voulait toiletter pour les questions sécuritaires, mais il a gagné avec une majorité tellement écrasante, mais on est encore surpris que même après qu'il ait prêté serment, on a près de 510 Camerounais qui sont en train de repartir. Donc c'est pourtant et qui sont expulsés. Donc moi je pense que cette politique, je vous l'ai dit au propos d'entame que c'est une politique restrictive vraiment d'immigration. Et les États qui ne veulent plus partir de la CEMAC, de l'UDA ou de quoi, comme ils peuvent appeler CEMAC ou quoi, se retirent simplement parce que sur la base de leurs éléments constitutifs, on a trouvé que c'est le traité. Merci à vous, docteur Essomba. Avant de vous retrouver, parce que je préfère terminer avec vous, madame Caroline, en une minute ou deux, docteur Sango, quelle proposition, selon vous, peut-être pour les autorités camerounaises, pour résoudre ce problème? Oui, les propositions seront faites, n'est-ce pas, des deux côtés. Du côté des autorités camerounaises, comme je l'ai dit, et je le redis encore, il est urgent que le président Paul Biya, président en exercice de cette CEMAC-là, convoque un sommet extraordinaire pour poser ce problème-là sur la table. Du côté donc de la Guinée équatoriale, je vais beaucoup plus poser le problème de la sincérité pour leur dire que, comme le professeur Essomba venait de le dire,
lorsqu'on signe un traité, ce n'est pas à vie. Il y a ce qu'on appelle la liberté de se retirer. Si la Guinée équatoriale voit que ses intérêts sont de plus en plus menacés et dans cette sous-région-là, elle est libre de se retirer et personne ne viendra lui demander pourquoi. Et maintenant, sur le plan global, vous savez que les jours de cette CEMAC-là sont même comptés parce qu'en réalité, le président Paul Biya, le président en exercice de cette CEMAC-là, a reçu, n'est-ce pas, ici le mandat de cette sous-région Afrique centrale pour rationaliser ces deux institutions, parce que vous savez qu'en Afrique centrale, nous avons deux organisations d'intégration sous-régionale qui chevauchent entre elles et qui constituent, n'est-ce pas, ici un élément même de piétinement de ce processus d'intégration. Donc, de plus en plus, il a été démontré que pour que cette sous-région-là soit forte et dynamique, qu'on rationalise ces deux institutions à l'effet d'en créer une qui sera performante et solide. Donc moi je pense que dans les jours à venir, si ce projet-là vient à se réaliser, je pense que ça constituera également un moyen ou alors une occasion pour tous ces pays-là qui ne seront plus seulement 6, de dire véritablement s'ils sont prêts à s'engager dans ce vaste processus d'intégration ou alors s'ils ne sont pas. Pour le reste, moi je dis tout simplement que ce que nous vivons aujourd'hui avec les images que nous avons vues là, ça n'honore pas l'Afrique. Et il est urgent aujourd'hui que l'Afrique travaille dans le processus de la solidarité africaine, dans le processus de l'intégration qui va conduire vers l'unification de l'Afrique. Merci à vous, Monsieur Sango. Alors, Madame Caroline, on va terminer avec vous. Peut-être avant de vous demander à vous, justement, peut-être qui êtes sur le terrain, quelle proposition, peut-être répondre aussi à l'interrogation d'un téléspectateur, justement, en parlant des biens. Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a vu à travers les images, on a vu ces Camerounais qui sont rentrés, d'autres étaient très bien installés. Est-ce qu'il n'y a pas des cas où des personnes qui ont des biens de ce côté-là? Est-ce que ces biens sont rapatriés? Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont investi du côté de la Guinée équatoriale? Merci beaucoup, Madame Doumbé, de me poser cette question parce que je pensais qu'on allait passer dessus. Aujourd'hui, nous avons un cas très flagrant. Nous avons une dame camerounaise qui est décédée en Guinée équatoriale, qui était mariée avec un équato-guinéen, qui a sur un compte bancaire 40 millions et des propriétés. Déjà, son corps, on a des difficultés à rapatrier son corps, mais on va réussir à le rapatrier. Il y a beaucoup de Camerounais, je dis bien beaucoup de Camerounais qui ont des propriétés en Guinée équatoriale, qui veulent rentrer volontairement, mais ne peuvent pas rentrer parce qu'elles ont fait plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, elles ont des bâtiments, elles ont des magasins, elles ont des maisons qu'elles ont construites. Il y a beaucoup de choses. De ce fait, nous serons obligés de saisir, parce que pour vous donner les solutions, nous allons saisir, nous avons mis sur pied comment on appelle ça, un collège d'avocats international, en coopération avec un collège d'avocats au Cameroun. Nous allons créer la Guinée équatoriale en justice pour qu'elle puisse indemniser toutes ces personnes et leur donner leurs biens. Pour vous dire que moi, je ne blague pas, je n'ai pas le temps de m'asseoir dans des bureaux et puis commencer. Moi, je suis sur le terrain et j'ai des, comment on appelle ça, des réponses directes à des problèmes qui sont posés. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour répondre et finir. Les propositions sont les suivantes. Déjà, la Guinée équatoriale doit respecter les traités qu'elle a signés. Je souhaiterais que son Excellence, le gouvernement camerounais, et que son Excellence Paul Biya puisse appeler l'ambassadeur de Guinée équatoriale à Yaoundé en consultation et que nous puissions que le ministère des Relations extérieures du Cameroun puisse appeler une réunion tripartite, c'est-à-dire la société civile, les ONG et le gouvernement camerounais, à plancher sur une solution concrète pour pouvoir rapatrier les Camerounais et leurs biens, comme l'a instruit le président de la République. Et il faudrait que l'Organisation mondiale des migrations puisse appliquer la procédure de retour volontaire qui est mise en place
au niveau international, il faudrait que tous les acteurs du Camerounais, que ce soit médical, que ce soit sécuritaire, que ce soit frontalière, que ce soit immigration, puissent se mettre ensemble pour qu'on puisse continuer à rapatrier nos ressortissants, parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont là-bas. Et je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun doit saisir les juridictions internationales, parce que le Cameroun ne le sait peut-être pas. La frontière, où se trouve la frontière de Kiossi, n'est pas à sa place. La borne qui a été mise, la limitation de frontières, se trouve à côté de la cathédrale des BBI. De ce fait, nous avons une grande partie qui appartient au Cameroun. Et cette frontière doit être déplacée, ramenée vers les BBI et que le Cameroun récupère la partie qui lui incombe. Là, c'est encore la CGI, la Cour internationale de justice. On va tout faire pour une enquête là-dessus pour qu'on récupère ce qui nous appartient de ce côté-là. Et je pense que la Guinée équatoriale a peur parce qu'il y a dans ces régions, il y a beaucoup de ressources naturelles et vous comprendrez que mieux vaut expulser les Camerounais d'un pays qui leur appartient, parce que ça nous appartient, que de les garder. Mais malheureusement, nous avons trouvé le poteau rose, nous allons attaquer, et si le gouvernement camerounais n'attaque pas, nous nous attaquerons en international, parce que je suis quand même à La Haye, et à La Haye, on connaît le droit international, le droit territorial, le droit de l'homme, et nous allons le faire respecter si la Guinée équatoriale ne le fait pas respecter. Et je vous assure que je n'abandonne pas quand je commence quelque chose. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui sur votre chaîne. Et si vous permettez, je voudrais dire bonjour à mes enfants, David et Tracy et Stéphanie. Good evening, I'm alive, I'm working. Et je voudrais aussi encourager les ressortissants camerounais qui ont été expulsés de rester calmes, de rester confiants, de rester sereins. Il y a des personnes encore intègres dans la République du Cameroun qui peuvent travailler et qui vont travailler pour pouvoir vous venir en aide. Je vous remercie à mes co-panélistes et je pense que c'est le début d'un travail qui va commencer. Et merci à la nation camerounaise de me faire confiance. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps, partagé ce petit moment avec nous ici sur For You Media Africa. Merci beaucoup. Sans oublier, bien sûr, ici nos chers messieurs sur le plateau. Merci à vous d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet ô combien important, surtout pour ces deux populations, ces deux nations, mais surtout aussi pour l'Afrique. Voilà donc, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était l'édition spéciale sur For You Media Africa. Passez d'agréables moments en compagnie, bien sûr, de votre télévision panafricaine. Merci. Merci.